Chers téléspectateurs, merci. Si vous venez de nous joindre, c'est Les Belles Lettres. Nous vous amenons à la découverte de la littérature tchadienne, des écrivains, des genres et tout cela. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau Dingues Zenaba. Avec elle, donc, nous allons parler de son deuxième roman intitulé Contre vents et marées. C'est un roman de 141 pages où l'auteur nous entraîne dans un monde totalement féminin à la découverte de son personnage principal, Halima, qui brave tous les obstacles de la vie pour essayer un petit peu de faire une image d'elle-même, en dépit de son statut qui était donc, elle était une personne vivant avec le VIH-Sida. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire concrètement dans ce roman? Nous allons le découvrir tout à l'heure. D'ici là, je précise que le roman est paru aux éditions Figuira Éditions. Dingues Zenaba est née le 11 août 1991 à N'Djamena. Elle est titulaire d'une maîtrise en sociologie de développement obtenue aux hautes études économiques, comptable, commercial et communication du Tchad, HEC-Tchad. Après une licence à l'ISCAM, passionnée de thèmes de société, cette plume féministe a fait publier en 2018 son premier roman intitulé Houria, un rêve brisé. En femme de terrain, ayant sillonné le Tchad pendant 3 années consécutives aux côtés des ONG et centres de recherche, elle a pu explorer diverses problématiques. Se positionnant donc comme libre ambassadrice de la paix, elle est depuis février 2021 jusqu'à maintenant, elle est directrice donc des ressources humaines au sein d'une institution de la place. Avec Contre vents et marées, l'auteur signe ici son deuxième roman. Zenaba, bonjour. Bonjour Josué. Bienvenue. Merci. Voilà. Alors, première question, pourquoi avez-vous donc choisi une telle thématique, la stigmatisation autour du VIH-Sida? D'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, permettez-moi quand même de le rappeler, à la base, je suis sociologue de formation et qui dit sociologue dit ce qu'on appelle l'observation. Et donc, je faisais et je fais encore ce qu'on appelle l'observation et en faisant cette observation-là, j'essaie d'analyser tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui se dit autour de moi, tout ce qui se passe ou tout ce qui se raconte dans les rues, au marché, quand j'y vais par exemple, etc., etc. Et donc, dans cette petite observation que j'ai l'habitude de faire, je me suis rendu compte que les gens sont trop sévères envers les personnes vivant avec le VIH-Sida et je me suis dit, ah tiens, il y a des gens victimes de syphilis, il y a des gens qui vivent avec la gonococcie, il y a des gens qui vivent avec la tuberculose, il y a des gens qui vivent également avec le palu qui fait autant de ravages en Afrique subsaharienne qu'au Tchad. Mais pourquoi on ne se penche pas ou pourquoi les discussions ne se penchent pas sur ces personnes-là, mais ces discussions sont tout le temps, enfin, négativement penchées sur les personnes victimes de VIH-Sida. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas cette fois-ci me pencher sur la question du VIH-Sida, surtout côté stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida, parce qu'à un moment donné, on sait quand même que ces personnes n'ont pas choisi de choper, si je peux le dire ainsi, elles n'ont pas choisi de choper cette maladie ni d'y vivre avec, mais quelquefois c'est le destin. Et puis voilà quoi, donc je me dis pourquoi tout le temps les stigmatisations ne se reposent que sur les personnes vivant avec le VIH-Sida. Alors pourquoi ne pas se pencher sur cette question-là, excusez-moi, afin de l'aborder différemment et peut-être quand les gens découvriront cette histoire, surtout les jeunes, peut-être ils reverront leur manière de voir toute personne vivant avec le VIH-Sida au sein de la société tchadienne. Ok. Alors, l'image de la première de couverture donc, est une photo. Est-ce que cette jeune femme apparemment en proie à des tourments, est-ce que c'est l'illustration de ce que vous êtes en train de dire? Exactement. Exactement. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du livre, l'héroïne principale, c'est-à-dire le personnage principal, l'héroïne du livre, elle a fait face à pas mal de difficultés, mais malgré toutes ces difficultés-là, contre vents et marées, elle a réussi quand même à se frayer son bonhomme de chemin, mais toutefois, les difficultés qu'elle avait rencontrées autour de sa vie étaient tellement énormes qu'elles reflètent parfaitement cette image-là. Très bien. Bien, le roman débute par un souci de bien-être familial dans un village appelé Apka.
Oui. Dans le royaume du chef Nabil et de Nadia, une de ses épouses préférées. Alors, mon attention de lecteur me porte directement vers cette Nadia dont la narratrice fait un peu l'éloge. Est-ce qu'elle est l'image d'un métissage culturel? Je ne sais pas moi quoi. Ça c'est mon point de vue personnel. Hein. Oui. Dans tous les foyers polygamiques, les hommes, les chefs de famille, ils ont souvent un léger penchant sur l'une des épouses quand même. Même quand elles sont 2, 3, 4, peu importe le nombre, il y a toujours ce léger penchant-là pour l'une des épouses. Et donc, Nadia, c'était le petit bijou, hein, c'était le bisounours même de ce monsieur, du chef de famille, du chef Nabil, au point où, même quand les paysans avaient des soucis et qu'ils avaient peur d'affronter le chef Nabil qui était tellement coriace dans sa façon de résoudre les conflits, ces paysans-là passaient absolument par la chouchoute du chef Nabil, tout en l'amadoyant, tout en la soudoyant, afin qu'elle puisse vraiment plaider leur sort auprès de son époux, autant pour moi. Et cela réussissait à tout coup. Exactement. Ok, bien. Et c'est donc dans cette belle atmosphère que vous avez créé donc Halima, l'héroïne du roman avec son rêve de devenir animatrice de radio. Y a-t-il quelque chose dans la radio qui vous attire, vous aussi? Bon, quand j'étais encore adolescente, je rêvais d'être journaliste. Malheureusement, ou plutôt fort heureusement, je ne sais pas. Mais le destin a décidé autrement et aujourd'hui, je suis sociologue. Voilà. Ok. Bien. Voilà une phrase. Elle aimait le luxe et avait un penchant exquis pour la perfection. Nous sommes à la page 36 de votre roman. Dans cette partie-là, donc, vous utilisez avec finesse le contraste entre la netteté de l'organisation de la vie de Selmira, qui est la tante de votre personnage principal. Elle est partagée entre voitures, maisons, meubles, habitudes citadines. Finalement, son intérieur est tout l'opposé de tout cela. La façon dont j'ai décrit Selmira, qui est la tante adoptive de Halima dans ce livre, reflète exactement la manière d'être d'un certain nombre de personnes au sein de la société. Il y en a qui aiment tellement le luxe que, voilà, ils sont tout le temps entre deux avions. C'est vrai, nous aimons tous être entre deux avions, mais pas quand même tout le temps. De telle sorte que, voilà, à un moment donné, l'éducation de leurs enfants les échappe. Tout pour eux ne repose que sur le luxe, sur les voyages, et peu importe ce qui se passe à la maison, peu importe le devenir de leurs enfants. Voilà. Donc, comme quoi, nous apprenons donc à travers le roman que Selmira, avec Saha, donc, est devenue autre chose que telle mère et telle fille. Donc, entre la réussite sociale, entre guillemets, je l'appelle ainsi, puisque après tout, si le foyer ne réussit pas, à quoi tout cela va servir? Tante Selmira et Saha, c'est exactement telle mère, telle fille. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous l'avez constaté, enfin, vous l'aurez certainement constaté à travers vos lectures. Saha, c'est le mini Tante Selmira. Vous voyez un peu, c'est exactement, comme le dit l'adage, telle mère, telle fille. La première partie du roman s'achève sur une foule de questions. Je me demande pourquoi est-ce que Halima a épousé le silence à ce niveau. Elle ne pouvait pas déjà répondre à cette question, à ces questions. C'était simplement parce que si Halima avait répondu à toutes ces questions à l'instant T, la suite du roman n'aurait pas eu lieu. Donc, j'ai décidé de poser ces questions en tant que narratrice afin de pouvoir allonger l'histoire. Voilà. Une autre expression, Halima s'était battue contre vents et marées. C'est ici le début de la seconde partie du roman, qui en réalité porte déjà le titre de l'ouvrage. Est-ce que c'est cette phrase que vous avez choisie pour mettre en couverture comme titre? Bon, j'écrivais l'histoire, ça m'a pris un certain nombre de mois parce que je n'étais pas tout le temps concentrée sur l'histoire. J'avais d'autres choses à faire également en parallèle. Et j'ai écrit quand j'ai fini d'écrire. Avant que je ne termine l'histoire déjà, j'en avais parlé à quelqu'un qui sera très heureux de découvrir que je suis en train de parler de ce passage sur ce plateau. Donc quand je lui en avais parlé, j'ai dit, écoute, moi quand j'écris,
j'ai deux grandes difficultés. De mes deux expériences, j'ai deux grandes difficultés. Le choix du nom des personnages et le titre même de l'ouvrage. Donc il me dit, alors c'est quoi l'histoire? Je lui ai raconté l'histoire. Donc il m'a fait une proposition de titre. Quand il m'a fait une proposition de titre, effectivement, il me dit, c'est quoi la finalité de l'histoire? Je lui ai dit, l'histoire doit se terminer comme ça, comme ça, comme ça. Donc il me dit, alors, écoute, je vais te faire une proposition de titre et ce sera à toi maintenant de valider l'une d'entre elles en fonction de tout ce que tu auras rajouté au contenu, parce qu'on ne sait jamais, il se pourrait que ça soit modifié à la fin, etc. Oui. Donc, effectivement, Contre vents et marées, il figurait. Et donc, quand j'ai terminé l'histoire et que je l'ai soumise à la relecture chez l'éditrice, parce que c'est une dame à qui je fais un grand coucou, Fatoumata Keita du Mali, quand je lui ai soumis l'histoire, vous savez, entre les éditeurs et les auteurs, il y a toujours un travail intense avant la parution du roman qui se fait. Et donc, lors de ces échanges-là, il y a des parties qui ont été revues. Et moi, j'ai dit, voilà, le titre, là, moi, je voudrais proposer ça. Donc, ainsi, donc, dans certaines parties, on a été obligé de retirer certaines expressions et de compléter par contre vents et marées afin que ça soit vraiment cohérent, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, sous le couvert d'un procédé argotique, ça je me comporte déjà en tant que lecteur, appelé vers là, vous avez masqué les noms des lieux du roman. Mais cela ne peut pas échapper si le lecteur est un peu vigilant. Parce que je me demande, est-ce que Ndoumou n'est pas le renversement de Mundu? Ndjam un peu diminutif, je ne sais pas, est-ce que Apka c'est la même chose? Est-ce que vous partagez mon analyse? Non, Apka, ce n'est pas la même chose. Apka, c'est une invention pure et simple de l'auteur que je suis, l'auteur avec E, hein, oui. D'accord. Mais par contre, Ndoumou, c'est absolument un verlan, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est l'inversé de Mundu. Donc, j'ai voulu masquer ça à ma façon. J'ai dit, il faut que je me passe, quoi. Voilà, pour pousser le lecteur à réfléchir un peu plus. Et Ndjam, comme vous l'avez dit également, Ndjam, c'est le diminutif de N'Djamena. Et je me dis, ça fait plus beau, quoi, dans le roman. Ah oui. Alors, de l'abandon, parce qu'on l'a abandonné, à la prostitution, votre récit indirectement s'insurge contre ceux qui condamnent, si vous voulez, les, entre guillemets, les occupants du marché qu'on appelle Mokolo N'Djamena. Oui. Voilà. C'est plus facile de condamner, mais on ignore toutes les causes qui ont peut-être foutu toutes ces filles dans ce merdier-là. C'est un peu cela ce que vous faites. Exactement, exactement. J'ai constaté, de par ma petite analyse, que qu'au Tchad, pour ne pas généraliser, moi je ne vais pas parler d'autres pays, particulièrement au Tchad, les gens, ils aiment se baser sur le superficiel pour juger. Alors que moi, je me dis, ces filles-là doivent avoir leurs propres raisons qui les ont effectivement poussées dans la rue à aller se planter là sur le marché Mokolo à la nuit tombée et avec les conséquences qui y vont avec, quoi. Voilà, donc c'est pour moi une manière de mettre l'accent sur cette façon, notre façon de voir les choses. Il faut que ça change. À un moment donné, il faut qu'on s'interroge, il faut qu'on se demande pourquoi tel a fait ceci, pourquoi tel se comporte de la sorte, pourquoi tel s'est retrouvé au marché Mokolo, que de dire, ah, telle c'est une prostituée, telle elle se vend, elle vend son corps au marché Mokolo, etc., etc. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on cherche la profondeur, il faut qu'on cherche à entrer en profondeur de la chose. Il faut qu'on cherche à comprendre le comment du pourquoi. Voilà. Okay. Bien, la deuxième partie du roman s'achève par une longue lettre de la mère de Halima qui envoie Monsieur Jean, un des personnages aussi, un émissaire à la recherche de sa fille, dont ils ont entendu donc la mauvaise réputation, la nouvelle de la mauvaise réputation, de ce qu'elle serait devenue. Dans cette lettre, donc, tous les mots affectifs sont employés. J'ai aimé les passages là. Dites-nous un peu, est-ce que à quoi peut-on comparer l'amour d'une mère pour son rejeton, pour son... Alors là, Josué, tu me mets devant le fil accompli. Je ne suis pas encore une mère, mais je l'ai quand même un peu imaginé parce que moi j'ai grandi avec ma grand-mère maternelle qui m'a élevée et elle y avait mis tout son cœur sur moi. D'accord, bien que c'était une femme qui n'avait pas
fait l'école. Elle avait quand même insisté à ce que moi j'aille à l'école et elle avait insisté que j'y réussisse. D'accord? D'ailleurs, paix à son âme, parce qu'elle m'a quittée quand j'avais entre 15 ans et demi, 16 ans. Et donc, j'ai essayé de me mettre dans la peau de ma grand-mère, d'idée, afin de mettre tout le cœur, l'instinct maternel. Je ne suis pas encore mère, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de mettre le cœur et également l'instinct maternel qu'elle avait mis sur moi pour m'élever afin de parler à Halima. Vous savez, quand on écrit, pour moi, quand on écrit un roman, il ne s'agit pas seulement d'être dur, il ne s'agit pas seulement de susciter un certain nombre d'interrogations, un certain nombre de problèmes, de soucis, mais il faut également savoir captiver l'attention du lecteur. Il faut également savoir susciter le côté humain du lecteur. Et effectivement, je pense qu'avec toi, j'ai réussi. Ah oui. Parce que tu as dit tout à l'heure que ce passage... Voilà, donc c'était ça l'objectif pour moi. Voilà, donc. La troisième partie du roman est réservée à une rencontre hasardeuse, hein, celle d'avec Ben, Ouais. qui changera complètement la destinée ou la vie de Halima. Ben est donc, selon vous, l'autrice, l'homme providentiel. Est-ce que c'était un courageux? Est-ce que c'était un amoureux aveugle au point où, quand bien même sachant la séropositivité de sa dulcinée, là, il fonce tout droit? J'adore cette partie particulièrement parce qu'elle elle traite de l'amour et moi je suis une ambassadrice de la paix, une libre ambassadrice de la paix et j'aime pas la guerre. J'aime pas la guerre, j'aime pas tout ce qui s'apparente au conflit, voilà. Voilà, donc je suis pour la non-violence, moi. Et donc quand ça traite de l'amour, ça m'affectionne particulièrement. Alors Ben, c'est simplement quelqu'un de très humain. Je ne vais pas dire que c'était un amour aveugle, mais je dirais simplement que c'était un amour pur. Un amour au sens propre du terme. Voyez, tu vois un peu ce que je veux dire? Ben était simplement et purement amoureux de Halima. Et c'était un monsieur très humain, vraiment très humain. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que malgré la séropositivité de Halima, il avait accepté de lui offrir une chance dans la vie. Et effectivement, cette chance-là a abouti à quelque chose. Ils ont fini avec un fils, ils ont fini par adopter une fille de l'orphelinat et voilà. Etc. Passons à autre chose maintenant. Monsieur Amin, conservateur, affronte son frère Sam et son fils Ben au sujet donc du choix de Ben. Au détriment donc de celui de son père. C'est un vrai conflit de génération donc que vous exposez ici. Enfin, quelqu'un a raison, quelqu'un a tort. Moi-même, je ne sais pas. Hey, Josué, quelqu'un a raison et quelqu'un a tort. Tu sais, comment on appelle ça, au sein d'une société donnée, les manières de voir les choses, notre façon, nos manières de voir les choses, nos façons de percevoir des réalités, nos habitudes, etc., sont appelées à changer ou sont appelées à évoluer en fonction du temps. Simplement parce que la société en elle-même, elle est évolutive. Oui. Elle évolue et change en fonction du temps. Donc, je ne sais pas exactement quelqu'un a tort, quelqu'un a raison, mais je souhaiterais que le camp opposé, c'est-à-dire celui de l'oncle Sam, soit le cas, l'oncle Sam dans le livre, hein, soit le camp de la jeune génération montante, quoi. Voilà. Ok. Bien, la dernière partie du roman est un dénouement heureux. Heureusement, oui. Halima rentre à Abka. Elle essuie en quelque sorte les larmes de ses parents qui étaient tellement dévastés. Voilà. Elle se marie donc à Ben et vivent heureux avec leurs enfants, Salman et puis Chanceline, une fille qu'elle a adoptée. Ils ont bravé donc toutes les stigmatisations. Tous les regards. Tous les regards et toutes les langues de vipères et tout cela. Un message d'espoir pour les désespérés. Puis-je trouver cela comme ça Oui. Pourquoi oui? Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos tout à l'heure, c'était pour moi une façon d'amener les gens à revoir leur façon de juger les autres au sein de la société. Et pour répondre directement à cette question, je dirais simplement que c'est pour moi une façon non seulement d'interpeller les gens au sein de la société, mais également d'amener les victimes,
nous parlons ici du cas de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Donc, il est question pour moi également d'amener les personnes, les PVV, les personnes vivant avec le VIH-Sida à ne pas se recroqueviller sur eux, à ne pas se cacher, mais plutôt à accepter ce qui leur est arrivé parce que d'une part ou quelque part, ils ne l'ont peut-être pas cherché, d'accord ? Et se dire que c'est le destin qui en a voulu ainsi, qui a voulu que ça se fasse ainsi, qui a voulu que ça arrive. Et une fois en s'acceptant, je crois même que je l'ai dit dans le livre, en acceptant ce qui leur est arrivé, en acceptant leur statut sérologique, à ce moment, ils pourraient accepter ou décider de se battre. Parce que tant que tu n'acceptes pas ce qui t'est arrivé, tant que tu continues à te cacher simplement parce que oui, les autres diront ceci, les autres diront ça. Mais les autres, ils sont, en disant ça de toi, ils sont en train de vivre leur vie, alors que toi, tu es en train de te tuer à petit feu. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens acceptent ce qui leur est arrivé. Il faut que les personnes vivant avec le VIH aussi se disent qu'elles peuvent repartir de plus belle. Voilà pourquoi contre vents et marées. L'histoire même de Halima est une leçon. Oui. Halima vivant avec le VIH-Sida est une leçon parce qu'à un moment donné, elle ne s'est pas laissée embastiller par le regard de la société, mais elle a accepté grâce à l'appui de son médecin traitant qui est un certain docteur Kellan que j'ai cité dans le livre. Elle a accepté d'affronter cette dite société-là et plus tard de faire du bien à cette même société-là qui lui a fait du mal. En parlant du message d'espoir, je m'en vais lire très rapidement la lettre du docteur Kellan à Halima. Chère patiente Halima, cela fait un peu longtemps que je ne te vois pas. J'espère que tu ne te laisses pas psychologiquement abattre par cette maladie. Ne te laisse pas mourir. Le sida n'est pas une fatalité. La médecine a réussi à le combattre à défaut de l'éradiquer. Prends tes ARV, suis la posologie normale. Tu vivras encore longtemps et feras de grandes réalisations grâce à ton expérience. Je voudrais que tu saches que tu es pour moi plus qu'une patiente. Tu es une amie. Et je te promets d'être à tes côtés aussi longtemps que je vivrai sur cette terre. Oublie le passé. Fixe-toi de nouveaux objectifs et réalise-les. Bats-toi pour réaliser tes rêves. Souviens-toi que la seule chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. N'aie pas peur. Ne te laisse guère embastiller par le regard de la société. Oublie ces personnes qui n'ont pour seule activité que de déverser leur frustration sur les autres. Vis ta vie, vis-la pour toi. Tu mérites de vivre encore une vie plus belle. Tu peux faire des merveilles encore dans ce monde, crois-moi. Aujourd'hui, ta sérénité m'a permis de découvrir amplement la jeune femme courageuse, sensible et pleine de rêves qui se cache en toi. Souviens-toi que la pire des choses dans la vie n'est pas la voie par laquelle un malheur arrive à nous, mais plutôt la manière dont nous décidons de le vivre. Aussi, souviens-toi que nous sommes les seuls maîtres de notre vie et qu'importe l'amorosité de notre présent, nous en avons les clés. Alors fonce. Là où tu seras demain, dépend bien de ce que tu fais de ton temps aujourd'hui. Ta douleur d'hier sera ta force demain. Ne laisse jamais rien te faire obstacle. Tu débordes d'énergie qu'il ne faut plus gaspiller pour des relations insignifiantes. Arme-toi de courage et d'espoir. Un jour, tu diras, je cite, « Cela n'a pas été facile, mais j'ai réussi. » Fin de citation. Ta réussite sera mienne, sinon j'aurais aussi échoué dans ma mission en te délaissant dans ces moments maussades. Dieu te bénisse et te dote d'une longue vie afin de réaliser des rêves plus époustouflants les uns que les autres. Bonne réussite, chère Halima. Chère amie Halima, ton ami Dr Kellan. Quel beau message. Oui. Chers téléspectateurs, c'est donc sur ces mots d'encouragement, c'est ce message d'espoir donc s'achève notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je rappelle que nous étions en compagnie de Dingues Zenaba, avec elle nous avons donc parlé de son deuxième roman intitulé Contre vents et marées, dans lequel elle expose une thématique assez importante, la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et SIDA. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Continuez à regarder les programmes de Télé Tchad où vous êtes. Merci.